Une des choses les plus difficiles et importantes qu'on puisse faire en écrivant est peut-être d'accorder son attention à autrui. Être suffisamment attentif pour parvenir à esquisser par les mots une expérience étrangère. Cet intérêt pour l'extériorité implique parfois l'effacement de celui qui écrit, mais on y perçoit toujours les contours d'un auteur implicite, faisant preuve d'abnégation pour aller à la rencontre de l'altérité. La notion d'auteur implicite, développée par Wayne C. Booth dans sa Rhétorique de la fiction en 1961, permet de réfléchir à l'ancrage des valeurs et du contenu émotionnel dont un texte est porteur, qu'il soit fictionnel ou non. Ces valeurs sont choisies, véhiculées par l'écrivain et permettent ensemble au lecteur de se figurer un auteur derrière le texte, sa vision du monde, les idées qui lui importent et l'intention qui l'anime. Les récits de Jean Hatfield, en ce sens, laissent apercevoir de façon paradoxale un auteur implicite qui préfère ne pas trop parler de soi et qui, ce faisant, dévoile néanmoins son rapport au monde. Il donne à lire le récit d'un homme qui fait de l'existence des autres, pour un certain temps à tout le moins, la substance première de la sienne. L'entreprise d'écriture de Hatfield a donc ceci de fascinant qu'elle se trouve au confluent du biographique et de l'autobiographique. Ces récits donnent à penser que l'individu ne peut véritablement être appréhendé seul, pour lui-même, puisque ce sont ses relations qui lui donnent toute sa consistance. En cédant la parole, en s'effaçant de ses textes, Hatfield révèle silencieusement une éthique du souci, de sorte qu'on voit se profiler dans son œuvre une conception du sujet qui est relationnelle, intersubjective et donc politique. Cette éthique du souci permet de comprendre sa poétique, mais il s'agit aussi d'une forme d'existence, une façon de penser sa place dans le monde. Comme tous ses contemporains, Hatfield est appelé à résister à ce que le philosophe anglais Simon Critchley qualifie de nihilisme passif, cette tentation de fermer les yeux devant un monde qui se désagrège à une vitesse folle et de se considérer comme une île autonome afin de couper définitivement les ponts avec l'extériorité. Ce qu'on remarque au contraire dans son œuvre, c'est le besoin de se constituer en sujet éthique en se projetant dans l'expérience des autres. Ce besoin de rencontre intersubjective fonctionne aussi comme un pacte de lecture, car Hatfield offre au lecteur la possibilité de rejouer l'attention à autrui, qui est le moteur de son écriture, le sujet premier de ses livres. En m'inspirant librement de la notion d'auteur implicite, j'aimerais attirer l'attention sur la façon dont les récits de cet auteur constituent un effort soutenu pour résister à la tentation du solipsisme. Le souci qu'il manifeste à l'égard d'autrui et le principe de réciprocité qui l'anime font en sorte que la matière autobiographique n'est jamais chez lui le sujet pris en lui-même et pour lui-même. Il s'agit plutôt de suggérer que le sujet trouve sa consistance, c'est-à-dire son sens, dans ses efforts pour réduire l'écart qui le sépare initialement des autres. Grand reporter à la Libération depuis 1977, Hatfield s'est écrivain dans un hôpital de Paris en 1992, alors qu'il se remet d'une grave blessure qu'il a subie à Sarajevo, où il a été atteint par une rafale de Kalachnikov. Le livre qu'il écrit, L'ère de la guerre, sur les routes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, paraît aux éditions de l'Olivier 2 ans plus tard. Ce récit saisissant porte les traces du métier de son auteur, qui s'efface presque totalement pour laisser place à la suite d'événements complexes qui ont lieu lors de la guerre en ex-Yougoslavie. Toutefois, le texte est clair sur les contraintes et les frustrations du travail journalistique, qui est parfois condamné à l'incomplétude, ne serait-ce que par l'immédiateté de l'écriture, qui ne permet pas toujours de saisir l'ampleur d'un événement. Ainsi, à propos d'un milicien serbe se vantant de n'avoir fait aucun prisonnier lors des dernières semaines, sous-entendant qu'il les avait tous tués, Hatfield note qu'il n'a pu le croire sur le coup et qu'il n'a donc rien écrit à ce sujet dans le journal. Ce n'est que des mois plus tard qu'il a réalisé que le milicien disait la vérité quand on a découvert les charniers en périphérie de Vukovar. L'ère de la guerre s'éloigne du travail journalistique et de la nécessité qui l'accompagne de livrer de l'information afin de s'attarder à l'expérience de la guerre qui, elle, est faite d'incompréhension, de gestes irraisonnés et irraisonnables. Hatfield propose parfois des pistes pour interpréter ce qui se passe sous ses yeux, mais il revient constamment à l'inintelligibilité qui met son écriture en marche. Même plus près de l'événement, sur les lieux de la catastrophe, en côtoyant les milices, les civils, en les interrogeant, le réel résiste à une saisie totalisante. Hatfield écrit souvent, lui-même n'est pas toujours certain de savoir pourquoi il est là. Il y a chez lui une impulsion, celle de comprendre ce qui le lie aux victimes de la guerre, cet air qu'il a choisi de respirer avec eux, plutôt que de rester en sécurité dans son pays. Très tôt, il évoque la confusion qui règne dans les pays spectateurs, ceux qui assistent à la guerre à distance,
grâce au travail que les journalistes comme lui accomplissent. Je le cite. Au fil des semaines, ces images sordides et d'une totale confusion deviennent si familières que les gens les voient comme nous regardons la première semaine du tournoi de Roland-Garros. Chez eux, en étant couverts, dans la rue, devant un magasin de postes de télévision, dans un bistrot, ils suivent 2 sets d'incendies ou de corps mutilés et ils vaquent à leurs occupations. Ce motif de l'indifférence de la communauté internationale, qui regarde les images de la guerre comme on regarde un tournoi de tennis, revient constamment sous sa plume. Il remet en question son travail de journalistique, de journaliste, et donc son existence, qui met en péril pour informer des gens qui ne se sentent pas concernés par la brutalité de la guerre. Le but de l'écriture, dès lors, est de lutter contre l'apathie en recontextualisant l'information dans une pratique de l'attention et du souci. À ce sujet, il propose une distinction éclairante pour comprendre son projet d'écriture. Je le cite. Dans la confusion de cette guerre, se vérifie le fossé qui sépare l'information cérébrale. Je lis et je crois que les musulmans ne sont pas des islamistes, que 20 000 femmes ont été violées, que Vukovar est un tas de ruines, et l'information fournie par les sens. J'ai dîné chez des Zizdarevitch, j'ai parlé dans la cour de l'école avec une femme qui venait de se faire violer, je me suis assis sur un tas de gravats à Vukovar. Je ne vois que ce décalage pour expliquer l'imprévisible apathie des gens en Europe et en Amérique lorsqu'ils apprennent, sans trop savoir pourquoi, que les miliciens violent les femmes tous les jours. Ces commentaires sur la distinction à faire entre l'information cérébrale et l'information fournie par les sens permettent de comprendre le fossé qui sépare, pour Hatfield, le texte journalistique du récit qu'il entreprend d'écrire. Le fait de rapporter l'information ne suffit pas. Les faits de la guerre, le décompte des morts et des disparus, le nombre d'obus lancés quotidiennement sur une ville, une fois avalés par la logique médiatique que nous connaissons tous, spectaculaire, mais usante, sont paradoxalement privés de leur contenu émotif humain. Pour que les gens puissent se sentir concernés ou à tout le moins affectés par une guerre qui se déroule à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, il faut veiller à restituer l'expérience de l'événement. Autrement dit, les médias de masse ne parviennent pas à mettre en évidence la responsabilité du sujet face aux humains qui subissent la guerre. Cette responsabilité est exprimée en une formule puissante d'Emmanuel Lévinas, à qui il est difficile de ne pas penser, tant il est vrai qu'Hatfield fait lui aussi du visage à l'occasion d'une révélation. C'est ma responsabilité en face d'un visage me regardant comme absolument étranger, écrit Lévinas, qui constitue le fait originel de la fraternité. Si tel est le cas, sans nous dire Hatfield, alors il faut tout faire pour rendre ces visages perceptibles, sensibles, et briser l'indifférence solipsiste du sujet qui n'arrive pas à saisir ce qui le lie à ces gens qui meurent à la télé. Pour ce faire, Hatfield met en scène le face-à-face où l'humain reconnaît en autrui un égal. Luc Boltanski, dans un livre paru un an après celui de Hatfield, intitulé La souffrance à distance, a questionné l'inefficacité de la médiation de la souffrance. Une des idées qu'il défend est, je cite, que la généralité n'inspire pas la pitié. Cet effet anesthésiant des médias pousse Hatfield à décrire la façon dont les gens vivent la guerre d'un point de vue très subjectif, en décrivant minutieusement leur quotidien, non pas afin de susciter la pitié, mais plutôt pour offrir une possibilité d'identification consistante, afin que l'étranger prenne forme à la lecture. Si cet auteur s'efface de ses textes, sa présence en tant que témoin est donc cruciale, puisqu'il donne à lire des rencontres humaines qui illustrent de façon extrêmement concrète ce que cela signifie que de se sentir responsable à l'égard d'autrui. Le souci de donner à lire l'expérience de la guerre incite Hatfield à céder la parole à ses interlocuteurs et à les écouter avec sollicitude. Il consacre par exemple un chapitre aux traductrices qu'il a côtoyées en Croatie et en Bosnie, des étudiantes et des professeurs qui, par la force des choses, se retrouvent sans emploi et qui mettent leur connaissance à contribution afin d'aider les journalistes étrangers, mais aussi pour nourrir leurs familles et leurs voisins, puisqu'elles font partie de la minorité encore en mesure de toucher un salaire. Cet intérêt de l'auteur pour les gens pratiquant le care, souvent des femmes, ne se dément jamais d'un livre à l'autre. Dans celui-ci, il accorde aussi beaucoup d'attention aux infirmières et aux cuisinières qui doivent se débrouiller avec presque rien. Cet intérêt pour le travail du care est significatif, puisque le projet de Hatfield entretient certaines affinités avec les théories du care développées par Carol Gilligan, notamment par sa méfiance envers les interprétations abstraites
auquel il oppose une attention fine aux situations concrètes vécues par des individus. Son écriture est elle-même une pratique du care, ne serait-ce que par la pratique de l'attention qui la sous-tend, mais aussi par l'invitation qui est faite au lecteur de résister à la tentation de l'isolement. Il faut aussi noter que beaucoup des discussions rapportées par Axfeld ont lieu avec des femmes, des vieillards ou des adolescents, un choix délibéré qui en dit long sur l'attention qu'il accorde à ceux dont la voix ne porte pas assez pour être entendue par-dessus le bruit assourdissant des autres. Axfeld, en rapportant ce qu'il voit, laisse entrevoir comment le silence des autres le traverse le constitue. En montrant les Bosniaques, les Serbes et les Croates qui sont aspirés dans un vortex d'une violence incommensurable, il dresse un portrait de la guerre comme faillite de la raison, ce qui l'incite à délaisser les schémas de pensée abstraits pour leur préférer une attention fine aux vies trop souvent masquées par des discours plus globalisants. À propos de la découverte des charniers en périphérie de la ville de Vukovar, il écrit ceci. Les corps ne peuvent mentir, qui cassés, trébuchants et tremblants de froid, trottinent comme des pantins vers une montagne de sandwich. L'apparition de ces premiers morts vivants de la guerre est extravagante. Pourtant, elle ne suscite pas longtemps d'une émotion ou d'une réaction de la part de l'opinion publique, encore moins de la place politique. Il poursuit en suggérant que c'est la performativité du discours médiatique, la façon dont le dire des médias fait l'événement, qui entretient l'indifférence ou qui, en tout cas, ne parvient pas à susciter une réaction suffisamment forte pour que l'information soit un tremplin vers l'action. Dans son livre d'hôpital à Paris, il discute avec Serge, un historien des camps de concentration. Lorsque ce dernier lui demande ce qui le surprend le plus à propos de cette guerre, il répond que c'est, je cite, le détachement des gens à Paris pour s'excuser. Son ami lui fait alors cette réplique. L'indifférence des gens à la sauvagerie de cette guerre ne permet pas de mieux comprendre la passivité de l'opinion face au camp de la Seconde Guerre mondiale, mais au moins on est certain maintenant que ce n'était pas un problème d'information. En effet, le livre de Axfeld suggère qu'il ne s'agit pas tant d'un problème d'information que d'attention ou de disponibilité face à l'information. Ce récit pose donc le problème de l'inefficacité de l'information en soulignant comment elle confine les humains à l'abstraction. Dès lors, on comprend mieux pourquoi Axfeld, en racontant son travail de journaliste, s'éloigne de l'objectivité journalistique afin de se mettre en scène en tant qu'individu face à d'autres individus. L'art de la guerre aurait pu être un récit beaucoup plus autobiographique tourné vers celui qui écrit. La quatrième de couverture nous apprend que son auteur a frôlé la mort à Sarajevo, laissant présager un témoignage centré sur cette expérience. Or, ce qui intéresse l'auteur n'est pas de témoigner de sa blessure, dont il parle très peu et toujours avec un certain malaise, mais bien montrer comment, en parcourant l'ex-Yougoslavie, il a trouvé la confirmation de son appartenance au destin collectif de l'humanité. Sa blessure est d'une certaine façon le symbole des liens qu'il a tissés avec ses étrangers. Il en parle avec retenue, sachant trop bien que son bilan personnel est négligeable devant l'ampleur de la guerre. Ce qu'il y a de proprement autobiographique dans son récit, c'est donc étonnamment cette volonté d'effacement, le choix de minimiser son importance dans une histoire en marche. L'auteur implicite, l'image de Jean Axfeld qui émerge à la lecture du texte qu'il signe, est porteur d'une intention éthique, celle de montrer la guerre dans toute cette brutalité afin que le lecteur puisse lui aussi sentir ce qui le lie à ces humains indifférenciés qu'il aperçoit parfois lors d'un bulletin d'information. Il y a dans cette façon de faire une revalorisation de la littérature comme média d'expression, dans la mesure où l'auteur semble croire que le récit qu'il livre encourage davantage l'identification que ne le fait l'information journalistique, plaçant ainsi le lecteur devant sa responsabilité face à lui. Évidemment, l'absence de médiation, l'expérience directe de la guerre est sans doute infiniment plus engageante, car, comme il décrit, il n'est plus facile d'aimer les gens dans la guerre, le chambardement des habitudes, la peur, le courage, la détresse, l'incertitude qui nous fragilise ou, à l'inverse, nous renforce, qui permettent des rencontres d'incroyable sensibilité. Le pari de l'auteur, on le comprend, est de proposer par l'écriture un ersatz de ces rencontres afin que le souci qui l'anime devienne aussi celui des lecteurs. Ce faisant, il se montre hyper conscient des dynamiques d'attention et de distraction à l'ère des masses médias, alors que nous sommes sollicités, traversés par des flux d'informations qui, par un effet d'accumulation un peu appétissant, constituent une masse indifférenciée de laquelle il est difficile de tirer du sens. Après l'ère de la guerre, il a renoué avec le récit en s'attachant au rescapé du génocide des Tutsis au Rwanda de la région de Nyamata. Depuis 1997, Axfeld passe sa vie entre Paris et le Rwanda. Il a consacré 3 livres au génocide, adoptant le point de vue des rescapés avec Dans le nu de la vie, récit des marais rwandais, paru en 2000, puis celui des génocidaires Hutus avec Une saison de machette, paru en 2003. Dans un troisième tome, La stratégie des antilopes, paru en 2007, il dialogue avec ces deux groupes qui cohabitent tant bien que mal,
alors de la politique d'unité et de réconciliation nationale au Rwanda. De ces trois livres, dans le livre de la vie, celui où Hatfield s'efface le plus. Après une brève introduction, où il explique pourquoi il a voulu transcrire des témoignages des rescapés ou leur cède la parole, c'est-à-dire que chaque chapitre est la transcription du témoignage d'un ou d'une rescapée. L'intention derrière son projet est d'ailleurs encore une fois liée à une défaillance du journalisme mondial. Il explique qu'après le génocide, il a suivi, comme beaucoup de journalistes, l'exode des Hutus vers le Congo dans des conditions extrêmement précaires qui ont eu l'effet pervers de détourner l'attention internationale des survivants Tutsis, les réduisant ici au silence. C'est ce manque d'intérêt à l'égard des survivants qui a poussé Hatfield à se rendre à Nyamata pour les rencontrer. Tout son travail d'écriture consiste à créer un dispositif favorisant le rayonnement de leurs paroles. Pour y arriver, Hatfield travaille avec un traducteur car les échanges ont lieu en Kinyarwanda, qui est la langue majoritairement parlée par les cultivatrices avec qui il s'entretient, et en français rwandais qui se distingue du français hexagonal par diverses expressions que l'auteur met beaucoup soin à restituer. Il y a dans ce livre un travail d'écriture particulier qui consiste à lire une parole en toute sa singularité, ce qui implique que l'auteur apparaît d'abord comme une figure qui écoute et qui met en valeur ce dont il est témoin. L'occasion qu'il donne aux rescapés de Nyamata de s'exprimer permet non pas de comprendre le génocide, une entreprise qui semble vouée à l'échec, mais plutôt d'entendre les voix du génocide. À propos de ces voix, Hatfield dit ceci, je le cite, « C'est de retour à Paris en travaillant sur ces entretiens que je vois certaines phrases qui me charrient. Ce sont de très belles phrases, de belles métaphores très profondes. Je sens une blessure qui apparaît au grand jour dans ces mots. Une des personnes dit par exemple, alors il a bien fallu suivre la vie, puisqu'elle en avait décidé ainsi. C'est ce que j'appelle inventer une langue. » D'ailleurs, le titre du livre est emprunté à une des rescapées qui, lorsqu'on lui demande d'où lui viennent ces expressions, répond que ça coule comme ça parce que si on revient de là-bas, on a voyagé dans le bout de la vie. Le choix de se tenir loin de l'universalisme abstrait pour aborder ce génocide, c'est sans doute en partie au fait que la réduction des individus à une catégorie englobante, si celle de la race, est le propre de la pensée génocidaire au Rwanda aussi bien qu'en Europe. Il s'explique aussi par l'intention d'aller au plus près de l'expérience en étant attentif à ce qu'en disent les survivants et les génocidaires, car derrière le nombre inimaginable d'1 million de victimes, il y a des individus qui se sont vus jour après jour avec l'autre durant 3 mois pour se cacher dans les marais. Il y a des individus qui nous ont poursuivis jour après jour, machette à la main. Après son livre consacré aux témoignages des rescapés, il a décidé de céder la parole à un groupe de génocidaires emprisonnés au pénitencier de Rilima et qui ont pour la plupart été les voisins des Tutsis interviewés dans le premier livre. Hatfield insiste encore sur la parole des individus, montrant cette fois comment les propos des génocidaires sont désindividualisés et tendent vers l'abstraction. On se doute bien que pour qu'il y ait génocide, il faut que la race qu'on soit éliminée soit déjà considérée comme n'appartenant plus à l'humanité. Mais le plus horrible en lisant ces discussions est de constater comment cette logique déshumanisante fonctionne au niveau des individus. La plupart des tueurs disent ne pas se souvenir de leurs victimes, sauf parfois la première, dont ils parlent quand même avec beaucoup de détachement. Les métaphores qu'ils emploient pour décrire leurs crimes empruntent au vocabulaire animalier à l'école, rappelant infailliblement la mécanique langagière qui a accompagné la mise en place des camps d'extermination en Europe. Hatfield, qui insiste sur le fait que ces gens ont cohabité durant des années avant que le génocide n'ait lieu, s'étonne de l'absence quasi totale de gestes de solidarité. Je le cite, sur la commune de Nyamata, pas un réflexe de camaraderie fouteux, pas un geste de compassion pour les nourrissons à relever. Aucun lien d'amitié ou d'amour qui est survécu au sein d'une chorale religieuse, d'une coopérative agricole. Aucune insoumission dans un hameau, aucune tentative dans une bande d'adolescents. Est-ce là une particularité du génocide? Oui, essentiellement, que n'infirme pas de trop rares exceptions ici ou là. Il rappelle ici qu'une différence pour le refus de reconnaître l'humanité autorise un préalable aux pires atrocités. On retrouve d'ailleurs dans le témoignage d'un génocidaire Hutu un écho troublant aux réflexions d'évidence que j'évoquais plus tôt sur le visage comme fondement de la relation éthique. Je le cite, « Je me souviens toutefois de la première personne qui m'a regardé au moment du coup sanglant. Ça, c'était grand-chose. Les yeux de celui qu'on tue sont immortels, s'ils vous font face au moment fatal. Les yeux du tué, pour le tueur, sont sa calamité s'il les regarde. Ils sont le blâme de celui qui tue. » Lévinas ne disait pas autre chose lorsqu'il écrivait, je cite, que l'altérité qui s'exprime dans le visage est une unique matière possible à la négation totale.
La grande question qui émerge des récits de Hatfield, en ce sens, c'est celle de la perceptibilité de la vérité, la responsabilité qu'on a face à autrui, et donc de l'attention, aussi bien dire de la valeur qu'on est prêt à lui accorder. Je vais conclure avec quelques remarques sur la façon dont cet auteur articule le problème de l'attention avec celui de la responsabilité. En faisant de la sollicitude la matière première de ses livres, Hatfield de s'entendre que c'est la solitude, le solipsisme, la réduction à l'abstraction des humains qui rend possible la barbarie, mais aussi l'indifférence face à la barbarie. C'est une certaine idée du sujet déresponsabilisé, autonome et détaché de la souffrance des autres que cet auteur s'attaque. C'est pourquoi ces récits, largement biographiques, proches parents de journalisme sans toutefois prétendre à l'objectivité, touchent au cœur de l'autobiographique, en ce sens où ce sont les autres qui permettent au sujet de se situer et donc de se raconter en tant qu'individu. Pour se convaincre de la portée politique d'une telle conception du sujet, il suffit d'évoquer son envers égocentré où la primauté de l'individu rend secondaire, pour ne pas dire indésirable, sa participation à la vie publique. À la fin de son livre sur les origines du totalitarisme, Hannah Arendt a insisté sur la façon dont la solitude, plus précisément l'isolement des citoyens, leur atomisation est le préalable ou le dénominateur commun des régimes tyranniques et autoritaires. Ces types de gouvernements, écrit-elle, ne pouvaient pas exister sans détruire la vie publique, c'est-à-dire sans détruire, en isolant les humains, leur capacité politique. Elle poursuit en affirmant que ce qui prépare au totalitarisme, ceux qui vivent dans un monde non totalitaire, est le fait que l'isolement, jadis une expérience limite liée à des conditions sociales marginales, devient le lot quotidien d'une masse sans cesse croissante d'individus. Ces remarques montrent bien comment l'isolement, vécu comme expérience individuelle, a des conséquences sociales, puisque l'appartenance du sujet à la collectivité devient peu à peu une idée sans contenu véritable, des mots qui ne réfèrent à aucune réalité. Il me semble pertinent de réfléchir à ces remarques sur le rôle de l'isolement dans des régimes politiques autoritaires en revenant à l'incapacité des médias à instiller à ceux qui les informent un sens de la responsabilité, révélant de la sorte que la solitude est aussi une question de perception et d'attention. Je vois autrui, mais je ne me sens pas concerné, donc je ne les vois pas. Il est en effet permis de croire que l'impression de ne pas être concerné par la souffrance d'autrui contribue à la solitude politique qui est décrite par Arendt dans son livre. Sans faire des médias traditionnels une entreprise de lobotomisation collective, on peut douter de l'efficacité du régime attentionnel qu'il favorise et des informations politiques de la plus haute importance y figurant souvent sur le même plan que des banalités dont la seule finalité est de nous distraire. A l'inverse, l'effort attentionnel mené par Hatfield constitue une tentative soutenue de rejeter la solitude en réinjectant dans le discours sur la souffrance d'autrui le souci et la responsabilité qui incombent à ceux qui croient encore à l'égalité des humains. Et c'est peut-être le seul universel qui transparaît des textes d'Hatfield, l'universel de l'égalité des humains. Son œuvre invite à penser la relation de l'individu à la collectivité, plus précisément la façon dont il porte attention à celle-ci. Il prend le contre-pied de la logique médiatique à laquelle nous sommes habitués en faisant le pari que c'est d'abord dans un face-à-face que s'institue un rapport éthique avec autrui. À ce sujet, je crois que son œuvre s'inscrit dans ce que Yves Citon a décrit récemment comme une écologie de l'attention, puisqu'il se montre conscient, à l'époque de la guerre en direct, des effets pernicieux des flux d'informations. Il y en a tant que, je cite Citon, nous n'avons jamais les moyens de faire assez attention. À l'attention automatique que requiert un bulletin de nouvelles, Hatfield oppose ce que Citon nomme, à la suite de Dominique Bouvier, l'attention intentionnelle. La solitude de ceux qu'on peut voir à la télé, pour faire écho à Marc Arendt, reposerait sur ce que Citon nomme, je le cite, une ontologie de la visibilité qui mesure le degré d'existence d'un être à la quantité et à la qualité des perceptions dont il fait l'objet de la part d'autrui. C'est justement parce que ces récits travaillent à conférer aux gens auxquels ils s'attachent une visibilité qui leur est due, que je juge pertinent de réfléchir à la démarche de Hatfield en des termes autobiographiques. Leur efficacité réside dans l'authenticité de l'intention qui les anime. Cet auteur, en se présentant comme sujet traversé par l'histoire, réinsère l'information à laquelle on ne fait jamais assez attention dans un cadre existentiel qui lui donne toute sa portée. Ce faisant, il crée un dispositif écrit que Citon qualifierait, je le cite encore, d'embrayeur méta-attentionnel qui fait porter notre attention sous une autre attention et ouvre un espace dont la structure réflexive nous aide à réfléchir sur ce qui conditionne notre attention.
Cette pratique du récit, nourrie par une démarche empathique qui vise à exacerber l'expérience humaine derrière l'information, est symptomatique d'une certaine insatisfaction actuelle à l'égard des médias traditionnels et de leurs effets jugés anesthésiants. On la retrouve de façon exemplaire chez William T. Vollmann, qui se fait un devoir de décrire consciencieusement ses rencontres avec les pauvres, les prostituées, les immigrants illégaux, les drogués et les autres laissés pour compte de notre époque. On la retrouve aussi dans les photographies de Sebastião Salado, à qui Wim Wenders a récemment consacré un documentaire renversant, Le sel de la terre, et qui est reconnu pour sa volonté de donner des visages à la souffrance de l'humanité. On peut aussi penser au documentaire de Laura Poitras sur l'Amérique en la post-11 septembre, qui sont des exemples puissants de ce rapport existentiel à l'information. Il émerge de telles démarches une volonté d'informer, bien sûr, mais aussi et surtout de recontextualiser l'information, afin d'assister au cœur d'une pratique soutenue d'attention aux individus, comme pour faire valoir que derrière les discours, derrière les interprétations, derrière tous ces écrans qui sollicitent nos regards, ce sont des vies comme les nôtres qui sont